J'ai versé le poison dans son café ce matin-là, un geste si précis, si calculé, que mes mains n'ont même pas tremblé. Ce n'était pas de la haine pure, non, mais une justice froide, forgée dans les abysses de la trahison. Ma sœur, Élise, cette vipère aux lèvres peintes en rouge sang, avait non seulement dérobé l'épargne de ma fille unique, mais l'avait publiquement traitée d'égoïste, une gifle morale qui avait brisé l'âme fragile d'une adolescente déjà écorchée par la vie. Paris, cette ville des lumières éternelles, s'étalait sous mes fenêtres comme un mensonge scintillant. J'habitais un appartement modeste dans le Marais, un quartier où les ruelles pavées murmurent encore les secrets des amants maudits et des duels oubliés. C'était l'automne 2023. Les feuilles jaunies tourbillonnaient autour des fontaines de la place des Vosges, et l'air portait l'odeur âcre des châtaignes grillées mélangée à celle de la pluie imminente. Ma fille, Camille, 16 ans à peine, revenait de l'école avec des yeux rougis, son sac à dos traînant comme un boulet. « Maman, tata Élise dit que je suis une ingrate. Que je ne mérite pas l'argent que tu as mis de côté pour mes études. » Les mots de Camille étaient un poignard, mais je souris, feignant la sérénité. Intérieurement, une tempête se levait. Élise et moi, nous étions nés à 8 mois d'intervalle dans une petite maison de banlieue à Saint-Denis, sous le regard sévère de notre mère, une veuve aux mains calleuses qui lavait le linge des bourgeois pour nous nourrir. Élise, l'aînée de fait par son assurance précoce, avait toujours été la favorite. Ses boucles blondes, son rire cristallin, sa capacité à charmer les prêtres comme les voyous. Moi, Claire, j'étais la ombre, la silencieuse, celle qui rangeait les assiettes et consolait les pleurs. Mais nous partagions un secret, un fardeau si lourd qu'il nous liait comme des chaînes invisibles. À 12 ans, Élise avait volé une montre en or à notre oncle, un bijou familial, et pour la couvrir, j'avais avoué le larcin. J'avais endossé la punition, des semaines de claques et de jeûnes, pendant qu'elle riait en cachette. « Tu es forte, Claire, tu supporteras », m'avait-elle susurré. Ce jour-là, j'avais appris que l'amour fraternel pouvait être un poison lent. Des années plus tard, Élise s'était hissée dans les cercles huppés de Paris, une avocate aux talons aiguilles qui défendait les escrocs en col blanc pour le compte d'un cabinet rue de Rivoli. Elle vivait dans un loft à Belleville, entourée d'œuvres d'art volées à l'honnêteté, et collectionnait les amants comme des trophées. Moi, je gérais une petite librairie dans le quartier latin, vendant des volumes jaunis de Balzac et de Hugo à des touristes égarés. Camille était mon trésor, mon unique lumière dans cette existence grise. J'avais économisé sou par sou pour son avenir, 10 ans de privation, de nuits blanches à inventorier des stocks, pour réunir 20 000 € sur un compte bloqué à son nom. Pour l'université, ma chérie. Pour que tu deviennes ce que tu rêves, une artiste libre et audacieuse. Tout avait basculé 2 mois plus tôt, lors d'un dîner familial chez notre mère, dans son appartement exigu de la butte aux Cailles. Élise était arrivée en retard, parfumée à la Chanel numéro 5, son châle en cachemire flottant comme une cape de conquérante. Elle avait apporté du vin de Bordeaux, cher et prétentieux, et s'était installée en bout de table, dominant l'espace comme une reine déchue. Camille, timide, avait osé poser une question sur ses études d'art à la Sorbonne. « Tata, tu penses que je pourrais payer les frais cette année ?» Maman a mis de côté, mais... Élise avait ri, un rire tranchant comme du verre pilé. « De côté ? Ma pauvre Camille, ton compte est vide. J'ai dû l'utiliser pour... des urgences familiales. Et franchement, avec ton attitude égoïste, tu ne mérites pas mieux. Pense un peu aux autres, pour une fois. » Le silence qui avait suivi était un tombeau. Notre mère, Alzheimer naissant dans les yeux, avait hoché la tête en marmonnant des approbations confuses. Camille s'était levée, les joues en feu, et avait fui à sa chambre. J'avais fixé Élise, cherchant dans ses prunelles bleues un signe de regret, mais il n'y avait que du triomphe masqué. Plus tard, seule dans la cuisine, elle m'avait glissé. C'était pour le bien de maman, Claire. Ces frais médicaux. Tu sais que je n'ai pas les moyens. Mensonge. J'avais vérifié le lendemain. L'argent avait servi à rembourser une dette de jeu, un vice qu'Élise cachait depuis des lustres. Elle m'avait trahi à nouveau, utilisant ma fille comme bouc émissaire, et pire, elle avait effacé les traces numériques comme une experte en cybercriminalité. Les jours suivants furent un cauchemar voilé de normalité. Camille se renfermait, ses dessins autrefois joyeux devenant des gribouillis sombres de silhouettes torturées. Elle murmurait dans son sommeil, égoïste, ingrate. Je la serrais contre moi, jurant vengeance en silence. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, devenait un labyrinthe de rancœur. Je commençais à suivre Élise. Ses rendez-vous au tribunal, ses dîners au Fouquetès avec des clients louches, ses nuits solitaires dans des bars de Pigalle. Elle était un caméléon, passant de la veuve éplorée à la séductrice impitoyable. Un soir, je la vis embrasser un homme marié, un politicien de l'Élysée, et rire de ses promesses vides. « Les hommes sont des pantins », me confia-t-elle plus tard, ignorant que j'étais là,
tapis dans l'ombre. La graine de la revanche germa lors d'une visite à notre mère. Élise, jouant la fille parfaite, apporta des fleurs fanées et des excuses larmoyantes. « Maman, Claire est si jalouse. Elle croit que je lui ai pris quelque chose. » Notre mère, perdue dans ses souvenirs flous, me regarda comme une étrangère. « Claire, tu as toujours été la voleuse, n'est-ce pas ?» Le secret d'enfance ressurgissait, déformé par la maladie. Élise sourit, victorieuse. Ce soir-là, rentrant chez moi, je fouillai mes tiroirs et trouvai une fiole oubliée, du cyanure, héritage d'un oncle chimiste, gardé pour les cas désespérés. Mes mains tremblèrent enfin, non de peur, mais d'anticipation. Le plan se dessina comme un roman de Zola, sombre, inexorable. J'invitai Élise à déjeuner, prétextant une réconciliation pour Camille. « Viens, sœur. Pour l'anniversaire de maman. Apporte ton café préféré, celui de chez Angelina. » Elle accepta, ravie de sa magnanimité feinte. Le matin du jour J, sous un ciel plombé de la Seine, je préparai le breuvage. Le poison, inodore, se dissolut comme un pardon amer. Quand elle sonna à ma porte, son sourire était un masque. « Claire, ma chère, j'ai tant à te dire. Sur Camille, sur nous. » Je versai le café, nos tasses tintant comme un glas. Nous nous assîmes à la table de la cuisine, cette table en chêne patinée par les ans, témoin muet de nos querelles d'enfance. Élise but une gorgée, puis deux, ignorant le voile subtil qui voilait déjà ses pupilles. « Camille va bien, n'est-ce pas? Elle comprendra un jour que l'argent n'est rien face à la famille. » Ces mots étaient du miel empoisonné, et je hochai la tête, feignant l'empathie. Intérieurement, je revivais chaque trahison, le vol de la montre, l'appropriation de mon premier amour à 18 ans, un garçon timide de la fac de lettres, qu'elle avait séduit pour briser mon cœur, et maintenant, cette ultime perfidie contre ma chair. Le poison agissait lentement, comme la gangrène dans un membre blessé. Élise parla d'abord de notre mère. « Les soins coûtent cher, Claire. J'ai dû piocher dans le compte de Camille. C'était temporaire. » Mensonge. J'avais les relevés bancaires, obtenus par un ami hacker dans le 18e arrondissement, un ancien client de ma librairie qui devait une faveur. L'argent avait financé un voyage à Monaco, des nuits de roulette et de champagne avec son amant politicien. Égoïste, avait-elle craché à Camille lors de ce dîner fatidique, pour masquer sa propre cupidité. Camille, ma pauvre enfant, avait pleuré des nuits entières, doutant de sa valeur, abandonnant ses pinceaux pour un silence oppressant. Tandis qu'Élise continuait son monologue, une sueur perla sur son front. « Il fait chaud ici, non ?» Elle défit un bouton de son chemisier en soie, révélant un collier que je reconnus, celui de notre grand-mère, que j'avais hérité et qu'elle m'avait subtilisé lors d'une visite innocente. Le secret enfoui remontait. À l'adolescence, Élise avait causé un accident de voiture mineur, ivre après une fête, et j'avais pris la faute, perdant mon permis et une bourse d'études. « Tu es la grande sœur forte », avait-elle ri. Aujourd'hui, la roue tournait. Soudain, elle se plia en deux, une main sur l'estomac. « Claire, qu'est-ce que… » Ses yeux s'écarquillèrent, mélange de douleur et de compréhension naissante. Je restai immobile, sirotant mon café pur. La vérité, Élise. Celle que tu as enterrée sous tes mensonges. L'épargne de Camille, volée pour tes dettes. L'insulte, pour me briser à travers elle. Et le secret d'enfance, il pourrit encore dans nos veines. Elle tenta de se lever, trébuchant contre la chaise, son téléphone glissant au sol. D'un geste fluide, je le ramassai et effaçai les messages incriminants, ceux où elle admettait le détournement à une amie, ivre de vin. Paris dehors bruissait d'ignorance, les klaxons des taxis, les rires des passants sous les arcades du Louvre voisin. Élise s'effondra, haletante. « Tu ne peux pas. Nous sommes sœurs. Maman. » Je m'agenouillai près d'elle, caressant ses cheveux moites comme autrefois. Maman mourra sans savoir. Et Camille renaîtra sans ton ombre. Le cyanure mordait maintenant ses entrailles, un feu invisible. Elle murmura des supplications, des promesses de restitution, mais je vis dans ses yeux le calcul froid. Si elle survivait, elle me dénoncerait, tordant la vérité à son avantage, comme toujours. C'est alors que le premier twist surgit, un écho du passé. Son téléphone vibra, un appel masqué. Je répondis, la voix d'un homme, tendu. « Élise, l'argent de Monaco est parti en fumée. Le politicien c'est pour le chantage. Fuis. » Chantage. Élise, dans un râle, avoua. Elle avait filmé leur liaison, extorquant des fonds pour ses vices. Et pire, le vol de l'épargne de Camille n'était qu'une fraction. Elle avait impliqué notre mère dans un prêt frauduleux,
hypothéquant l'appartement familial pour couvrir ses traces. J'étais atterré. Non seulement elle avait ruiné ma fille, mais elle avait mis en péril le dernier refuge de notre vieillissante génitrice. La colère se mua en une résolution glaciale. Je composai le numéro d'urgence, feignant la panique. Ma sœur. Elle s'étouffe. Vite. Les sirènes hurlèrent bientôt dans la rue étroite. Les pompiers, ces héros anonymes de la capitale, emportèrent Élise, encore vivante mais agonisante. À l'hôpital Lariboisière, les médecins luttèrent, antidote administré à temps, mais dommages internes irréversibles. Elle survécut, végétale, branchée à des machines qui bipaient comme des reproches. Camille rentra de l'école ce jour-là, ignorant tout. Je l'embrassai, sentant le poids de mon crime comme un manteau de plomb. « Maman, tata va bien. » Je mentis, un accident. Mais tout ira mieux maintenant. Le soir, seul, je brûlais les preuves dans l'évier, la fiole vide, les gants en latex. Paris veillait, indifférente, ses lumières dansant sur la scène comme des spectres joyeux. Mais la revanche n'était pas achevée. Élise, même brisée, pouvait murmurer des accusations depuis son lit d'hôpital. Et le politicien? Il viendrait fouiner. Les jours suivants furent un balai de mensonges. Je visitais Élise quotidiennement, apportant des fleurs fanées et des regrets fins. Pardonne-moi, sœur. C'était une intoxication alimentaire. Elle clignait des yeux, impuissante, sa voix réduite à un murmure rauque. Un soir, elle griffonna sur un bloc-notes. « Tu m'as empoisonné. Justice pour Camille. » Je ris doucement. Non, Élise. Pour nous toutes. Le secret qu'elle chérissait, celui où j'avais pris ses fautes, se retournait contre elle. Gia Weiss gánh tội thay cô ấy bao năm, nhưng giờ, tôi sẽ không còn nữa. Un détective privé, engagé par le cabinet d'Élise, frappa à ma porte une semaine plus tard. Un homme trapu, accent marseillais, nommé Duval. Madame Lefebvre, votre sœur soupçonne. Un sabotage. Avez-vous des ennemis? Je l'invitai à entrer, offrant du thé à la bergamote. Élise a toujours été paranoïaque. Ses dettes de jeu, peut-être. Duval nota, surpris. Je glissai subtilement les preuves, un USB avec les transactions frauduleuses, anonymisées. Pour l'enquête, bien sûr. Il partit, dubitatif, mais les rouages tournaient. Camille, sentant mon tourment, me confronta un soir sous les platanes de la rue Mouffetard. « Maman, dis-moi la vérité sur Tata. L'argent, c'est elle, n'est-ce pas ?» Les larmes coulèrent, et je craquai partiellement. « Oui, ma chérie. Mais je l'ai réparé. » Elle me serra fort, ignorant l'abîme. La tension montait, UAM et KCH-Tine, comme un opéra de Debussy où les notes dissonantes annoncent la chute. Le politicien surgit comme un fantôme de l'opéra. Marc Duval, non, attendez, ironie du sort, le même nom que le détective, mais un homonyme plus sinistre. Non, c'était Laurent Deschamps, député UMP, un homme aux tempes grisonnantes et au sourire télévisé, qui débarqua à ma librairie un après-midi pluvieux. « Madame Lefebvre, un mot sur votre sœur. » Ses yeux fouillaient les rayonnages de Proust comme s'ils cachaient des scandales. Je refermai à la recherche du temps perdu, le posant comme une barrière. Élise est en soins intensifs. Que lui voulez-vous? Il s'assit sur un tabouret bancal, son costume sur mesure froissé par l'humidité parisienne. Elle m'a volé. Des photos, des vidéos. Pour du chantage. Et maintenant, cette intoxication? Ça pue le règlement de compte. Ces mots étaient un venin poli, typique des couloirs du pouvoir. Je souris, feignant l'innocence. Le chantage? Élise a toujours eu des dettes. Mais l'épargne de ma fille, c'était le fond du baril. Deschamps blêmit. Je voyais dans ses prunelles le calcul. Exposer Élise ruinerait aussi son propre nom. Votre fille? Irrelevant. Aidez-moi à la faire taire, et je rembourse tout. Double, même. La proposition était un piège doré, et je la saisis, tissant ma toile plus serrée. Double? Pour Camille, oui. Mais Élise doit confesser. Il accepta, ignorant que j'enregistrais chaque syllabe sur mon téléphone dissimulé dans la poche. Ce soir-là, au café de Flore, où Sartre jadis disséquait l'absurde, je contactai Duval le détective. Nouvelle preuve, un député impliqué dans le chantage. Les pièces s'emboîtaient, MUMO et LTMT, Élise n'était plus la seule vipère. À l'hôpital, Élise reprenait conscience par bribes. Sa chambre, avec vue sur les toits de la Goutte d'Or, puait le désinfectant et le regret. Claire, aide-moi. J'ai tout perdu.
Sa voix était un sifflement, ses mains tremblantes agrippant les draps. Je lui montrai l'enregistrement, Deschamps, suppliant. Ton amante vend. Confesse le vol, et je te protège. Elle rit, un son cassé. Protégé? Tu m'as tué à petit feu. Le secret. Souviens-toi, j'ai fait pire pour toi. Twist. Elle révéla alors un autre enfoui. À 20 ans, j'avais couché avec son fiancé par accident, mais c'était elle qui l'avait poussé, jalouse de mon innocence. Elle avait ruiné ma réputation pour le garder. La révélation me frappa comme un coup de butoir place de la Concorde. Était-ce vrai? Les souvenirs flous de cette nuit arrosée de pastis. Peut-être. La trahison était bilatérale, un nœud gordien de culpabilité partagée. Mais pour Camille, je tins bon. Confesse, Élise. Ou Deschamps te noie avec lui. Elle signa une déclaration notariée, avouant le détournement, les dettes, l'insulte à Camille. Les journaux People s'emparèrent de l'affaire, avocate star empoisonnée, scandale familial et politique. Paris bruissait de rumeurs, des salons de l'avenue Montaigne au bistrot de Bastille. Camille lut l'article, ses yeux s'agrandissant. Maman, Tata a volé. Pour de vrai. Je hochai la tête, la serrant contre moi. Et elle paie. Ton avenir est sauf. Mais la tension grimpa. Deschamps, acculé, lança des menaces voilées. Un soir, en rentrant, je trouvai ma porte forcée, des papiers fouillés. Claire Lefebvre, vous jouez avec le feu. Un mot glissé sous la porte. La peur s'insinua, UAM et CNG-THNG, comme dans un polar de Simenon où le flic est le premier suspect. Je contre-attaquai. Anonymement, j'envoyai l'enregistrement à Le Canard enchaîné, ce journal satirique qui écorche les puissants. Le lendemain, Deschamps démissionnait, son visage hâve à la télé, jurant vengeance. Élise, depuis son lit, m'appela. Tu as gagné, salope. Mais Camille saura un jour ton rôle. Le poison n'avait pas tué son esprit, il l'avait aiguisé. Elle LTMT, promettant de révéler mon empoisonnement si je ne l'aidais pas à s'évader des poursuites. Le chaos trao approchait. Notre mère, dans un éclair de lucidité, demanda à nous voir toutes les deux. À la maison de retraite de Vincennes, sous les chênes centenaires, elle nous réunit. Mes filles. Le passé nous dévore. Élise, en fauteuil roulant, pleura des larmes crocodiles. Maman, Claire m'a trahi. Je ripostai, c'est elle qui a volé, qui a menti. La dispute éclata, voix brisée et accusations volantes, jusqu'à ce que mère murmure, j'ai su pour la montre. J'ai laissé Claire punie pour te protéger. Élise. Pardonnez-vous. Le secret chonju s'effondra, révélant que notre mère avait toujours su, favorisant Élise par faiblesse. Camille, présente, assista à tout. Arrêtez. Vous êtes pire que des étrangères. Elle fuit, et je la poursuivis dans le jardin automnal, feuilles mortes crissant sous nos pas ma chérie, c'est pour toi que je. Elle se tourna, yeux flamboyants. Tu as empoisonné Tata? Je l'ai vu dans tes yeux. Comment? Un appel anonyme, sans doute Élise. La fracture s'ouvrit, et je dus choisir, vérité ou silence. La nuit tomba sur Vincennes comme un linceul, les lumières des réverbères filtrant à travers les barreaux de la maison de retraite comme des yeux accusateurs. Camille s'était enfermée dans sa chambre d'hôtel voisin. J'avais insisté pour qu'elle dorme là, prétextant la fatigue. « Maman, dis-moi tout. Où je pars ?» Ces mots étaient un ultimatum, et je cédai, le cœur en lambeaux. Assise sur le lit des faits, avec vue sur les fortifs sombres, je confessai, le poison, les mensonges, la revanche ourdie dans les ombres de Paris. J'ai fait ça pour toi, pour effacer son ombre toxique. Camille pleura, non de rage, mais de douleur infinie. Tu es devenu comme elle. Un monstre. Ces paroles me transpercèrent plus que n'importe quel antidote raté. Était-ce vrai? La ligne entre victime et bourreau s'effaçait, et je vis mon reflet dans le miroir terni. Une femme aux traits tirés, les yeux creux comme ceux d'une sorcière de la rue Oberkampf. Camille, dans un sursaut d'amour filial, me serra la main. On répare ça ensemble. Mais plus de secrets. Nous rentrâmes à Paris en métro, ce boyau souterrain où les âmes se frôlent sans se voir, et planifiâmes la suite. Deschamps était acculé, Élise clouée au lit, mais la tempête couvait. Le lendemain, un coup de théâtre. Duval le détective réapparut, cette fois avec des menottes. Claire Lefebvre, vous êtes en garde à vue pour tentative d'homicide. Comment? Élise avait murmuré depuis son lit, un enregistrement caché sur son téléphone. Celui où je versais le café, capturé par une caméra de surveillance que j'avais oubliée. La mumeau d'Élise, même alitée, était intacte. Au commissariat du 5e,
près de Notre-Dame en reconstruction, je fus interrogé sous les néons crus. Votre sœur dit que vous l'avez empoisonnée par jalousie. Preuve à l'appui. Je ris, amer. Jalousie? Demandez-lui pour l'épargne volée, pour les chantages. Les heures s'étirèrent en un interrogatoire kafkaïen, avec du café tiède et des questions circulaires. Mon avocat, un jeune loup de Nanterre prénommé Julien, arriva enfin. On contre-attaque avec les aveux d'Élise. Mais le twist final se profila. Deschamps, désespéré, avait payé un flic corrompu pour enterrer l'affaire politique, en échange de mon silence sur l'empoisonnement. Une alliance improbable, le député et ma sœur, l'un protégeant l'autre contre moi. Camille, dehors, manifestait avec des pancartes « Justice pour les victimes ». Les médias s'emparèrent, drame familial, mère contre sœur, au cœur de Paris. Libéré sous caution, grâce aux fonds restitués par Deschamps, ironie suprême, je rentrai chez moi, l'appartement sens dessus-dessous par une perquisition. Élise fut transférée en unité sécurisée, son état stable, mais son esprit un champ de mine. Elle m'envoya une lettre, calligraphiée de sa main faible. « Claire, rejoins-moi. Confesse, et on partage la chute. » Pour maman. La proposition était un poison plus subtil, pacte ou damnation solitaire. Je déchirai le papier, mais le doute s'insinua. Et si elle avait raison? Nos péchés étaient miroirs. Le chaos Trao explosa lors d'une audience préliminaire au palais de justice, cette forteresse gothique où la guillotine jadis tranchait les têtes. La salle d'audience, avec ses boiseries sombres et ses juges impassibles, bourdonnait de tension. Élise, en chaise roulante, témoignait en premier. Ma sœur m'a haï pour mes succès. Elle a volé mon avenir en me droguant. Men sông Pu, lật mặt ultime. Deschamps, témoin surprise, corrobora. Madame Lefebvre est instable. J'ai payé pour la paix, rien de plus. Le public, journaliste, curieux des banlieues, murmura, divisé. Certains voyaient en moi une mère vengeresse, d'autres une criminelle froide. Camille se leva. 14 ans mais voix ferme comme une républicaine de 1789. Arrêtez. Tata a volé mon argent, m'a insulté devant grand-mère. Maman a juste. Protégé. Le juge suspendit, mais le mal était fait. Dehors, des manifestations sporadiques, libéré Claire. VS, justice pour Élise. Paris se chiait en PHE, des forums Reddit au Café du Marais, débattant si la fin justifiait les moyens. J'étais le symbole d'une France fracturée, famille contre loi, revanche contre pardon. Cette nuit-là, seul dans ma librairie barricadée, je lus Les Misérables à la lueur d'une lampe. Jean Valjean, Gan Titaï Ngikak, hantait mes pensées. Étais-je lui, ou Javert, inflexible? Un appel de Julien, Élise propose un deal. Elle retire la plainte si vous disparaissez. Avec Camille. La tentation mordit. Fuir à la campagne, en Provence peut-être, loin des intrigues parisiennes. Mais Camille refusa. Non, maman. On affronte. Ensemble. Sa détermination raviva la mienne. Le lendemain, nous contre-attaquâmes. Preuve irréfutable des fraudes d'Élise, témoignage de victimes de ses chantages. Deschamps craqua sous pression, avouant toute ampleur télévisée. Élise, isolée, se suicida presque une overdose accidentelle de calmant. Non, elle survécut, mais brisée, suppliant le pardon. L'audience finale fut un théâtre de l'absurde, sous les voûtes séculaires du palais, où les échos des procès de Dreyfus semblaient résonner. Élise, pâle comme un fantôme de la comédie française, rétracta ses accusations dans un murmure. C'était la peur qui parlait. Claire est innocente. Deschamps, déjà condamné pour corruption, confirma les vols et chantages. Le juge, un homme aux lunettes pincées prénommé Bertrand, prononça l'acquittement, pas de preuves suffisantes pour l'empoisonnement. Affaire classée. La salle explosa en applaudissements clairsemés et hués, le public divisé jusqu'au bout, héros ou meurtrière. Dehors, sous un soleil hivernal pâle, Camille et moi marchâmes le long de la Seine, les bouquinistes alignant leurs trésors comme des promesses rachetées. « C'est fini, maman » demanda-t-elle, sa main dans la mienne. Je hochai la tête, mais le poids persistait. Élise fut internée en clinique psychiatrique près de Versailles, soignée pour ses addictions et ses mensonges chroniques. Notre mère, dans un dernier sursaut, nous visita. Mes filles. La vérité libère, mais blesse. Elle mourut une semaine plus tard, paisible, sans savoir l'ampleur du chaos. Le twist final vint comme un coup près. Des mois après, un paquet anonyme atterrit à la librairie. Une clé USB et une lettre d'Élise échappée de sa geôle dorée. Claire, tu as gagné la bataille, mais pas la guerre. Regarde la vidéo.
Je l'ouvris, tremblante, image granuleuse d'une nuit d'il y a 20 ans. Moi, jeune, riant avec son fiancé, puis des gestes intimes. Pas un accident. J'avais séduit, par vengeance pour une précédente trahison oubliée. Élise avait raison, nos péchés étaient symétriques, un cycle infernal. Pire, la vidéo montrait Camille, enfant, témoin muet d'une dispute où Élise m'avait protégé d'un amant violent, prenant un coup à ma place. Le doute m'engloutit. Étais-je la victime ou la plus grande manipulatrice? Camille, découvrant le paquet, pleura. Tata t'a sauvé, maman. Et toi? Tu l'as presque tué. Elle partit pour un semestre en Italie, études d'art à Florence, emportant l'épargne restituée. Pour guérir, seule. Paris, sans elle, devint un vide hurlant, ses rues autrefois complices maintenant hostiles, pleines de regards accusateurs. Je vendis la librairie, achetai une petite maison à Montmartre, près du Sacré-Cœur où les artistes peignent des illusions. Élise fut libérée sous condition, et nous nous revîmes une fois, dans un café anonyme de Montparnasse. « Pardon », murmura-t-elle, les yeux baissés. « Pardon », répondis-je, et pour la première fois, c'était sincère. Mais la cicatrice saignait. Avions-nous vraiment changé, ou simplement masqué nos vices? Aujourd'hui, décembre 2025, je marche seul sous la pluie fine, pensant à Camille qui excelle à l'étranger, à Élise qui s'est exilée en Bretagne, soignant des âmes brisées. La revanche m'a libéré, mais à quel prix? Les lecteurs jugeront. Justice sous folie. Hạnh phúc muộn màng, hay bi kịch vĩnh cửu? Paris, indifférente, continue de briller, ses lumières masquant les ombres où se tissent les vraies histoires. Fin.